Les Grandes Évasions. Mohamed Amra, Redouane Faïd, Antonio Ferrara, Jacques Mérine, avec le service police-justice de RTL, plongé dans les récits de ces évasions spectaculaires qui ont ébranlé les systèmes judiciaires. Les Grandes Évasions, un podcast à retrouver à tout moment sur le site et l'application de RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter un meurtre énigmatique. Le 9 octobre 2010, le corps de Véronique Duchesne, 47 ans, est retrouvé sur une plage des Côtes d'Armor, en Bretagne. Alors qu'est-il arrivé à cette agente immobilière ? Avec moi, vous entendrez les voix de Thierry Meunier, l'ex-mari de Véronique et principal accusé, celle de Faustine, sa fille, de Patricia et Olivier, ses frères et sœurs, ainsi que des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. 6 octobre 2010. Saint-Quay-Portrieux est le théâtre d'une bien mystérieuse disparition. Véronique Duchesne, agent immobilier de 47 ans, se volatilise en milieu de journée après avoir déjeuné avec son mari, Thierry Meunier. Elle me dit, je vais chercher des cigarettes au bureau de tabac sur le port. Et puis elle n'est pas revenue. La dernière fois que Véronique a été vue, elle marchait sur la plage. 3 jours plus tard, son corps est découvert dans les rochers. Véronique Duchesne n'est pas morte noyée, elle a été assassinée. 10 ans plus tard, ce crime n'a toujours pas été résolu. Et un homme est au centre de l'enquête, c'est son mari, Thierry Meunier. Pour Enquête criminelle, il parle et répond des accusations portées contre lui. L'enquête a été bâclée. Moi, j'ai ma conscience et j'ai la conscience tranquille. Ils se sont focalisés sur moi. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien fait. Pourtant, vous allez voir que dans la vie de cet homme et dans le couple qu'il formait avec la victime, il y a de nombreuses zones d'ombre et des éléments troublants. Alors, Thierry Meunier, ce mari que tout semble accuser, est-il un assassin machiavélique ou un coupable idéal, victime des apparences ? Je lui dis Véro, maintenant c'est maintenant qu'il faut que tu partes quoi. Et elle m'a bien dit, je ne peux pas, je ne peux plus. Elle avait du rouge à lèvres, elle était coquette. Elle avait vraiment pas l'air de quelqu'un qui allait mettre fin à ses jours. Est-ce qu'elle s'est endormie ? Est-ce qu'une vague est arrivée, l'a emmenée ? En fait, on se pose toutes les questions. On a le sentiment que Thierry Meunier cherche à orienter les enquêteurs vers la thèse du suicide. C'est moi, le propre frère, qui était reconnaître le corps, et donc pas le mari. Ma sœur était enterrée le samedi. 2 jours après, il allait jouer au tennis. On est parti du postulat que c'était Thierry Meunier qui avait tué son épouse. Alors après, tout devient suspect. Véronique s'est retrouvée sous l'emprise quasi totale de son mari. Le piège s'est refermé sur elle. Retour à cette fameuse journée du 6 octobre 2010. Véronique Duchesne a disparu depuis près de 6 heures et ne répond pas au téléphone. Et ce n'est pas normal. En début de soirée, Thierry Meunier prévient son beau-frère Olivier. Mais le mari de Véronique a une attitude étrange. Il ne s'affole pas, bien au contraire. Et cela surprend son beau-frère. Il a insisté auprès de Thierry Meunier pour contacter la gendarmerie, que celui-ci trouvait que c'était prématuré. On était étonnés qu'il ne cherche pas à la retrouver. Nous, on était plus stressés que lui, là. Il disait, si tous les hommes iraient dans les gendarmeries pour déclarer que leur femme n'était pas revenue le soir, les gendarmeries seraient pleines. Ce n'est que le lendemain matin que Thierry Meunier part à la recherche de Véronique Duchesne et refait l'itinéraire qu'elle devait emprunter. J'ai été voir au bureau de tabac où elle a pris les cigarettes. Et c'est là qu'on dit, oui, elle est passée. Donc là, j'ai fait le tour de tous les chemins. Et il faudra attendre le jeudi après-midi pour que Thierry Meunier se rende enfin à la gendarmerie. Attendre 24 heures pour signaler la disparition de sa compagne, oui, c'est suspect. Il aurait dû se mobiliser immédiatement et pas attendre que la nuit passe. Ce peu d'empressement à alerter les gendarmes interroge.
Mais devant notre caméra, Thierry Meunier conteste avoir pris à la légère la disparition de sa femme. C'est facile après coup de dire si j'avais su. Moi aussi, je me suis dit plein de fois, des milliers de fois, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait. En fait, si Thierry Meunier a tardé à réagir, c'est que selon lui, il était déjà trop tard. Dès le début, il affirme avoir repéré dans leur maison des indices qui laissent craindre le pire. Thierry Meunier nous a dit que, bizarrement, ce jour-là, il n'avait jamais vu la maison aussi propre. Tout le linge rangé, les brosses à dents mises bien droites, et que pour lui, ça pouvait être un signe qu'elle aurait pu bien ranger la maison avant de partir, quoi. Thierry Meunier aurait aussi remarqué une autre chose anormale. C'est la photo de la grand-mère de Véronique dans la bibliothèque. Elle aurait été déplacée. Quand vous voyez un cadre retourné d'une personne que l'on aime par-dessus tout, ça vous étonne. Et toujours selon Thierry Meunier, c'est au cimetière que Véronique aurait laissé le signe le plus inquiétant. Un élément qui va l'interpeller, c'est le fait qu'il retrouve un bouquet de fleurs sur la tombe des grands-parents. Ce qui, pour lui, signifierait l'ultime adieu de son épouse en disant que malheureusement, elle le rejoindra bientôt. On a le sentiment que Thierry Meunier cherche à orienter les enquêteurs vers la thèse du suicide. À première vue, cette thèse du suicide semble crédible. Car ces derniers temps, Véronique Duchesne n'allait pas bien. Son papa est décédé au mois de mai. Ça a été très dur. Elle était triste du matin au soir. Et elle se mettait sur la terrasse et elle fumait. Elle était vraiment dans un état lamentable. Elle mangeait plus. Elle pleurait. Véronique Duchesne était aussi fâchée avec ses 2 filles, nées d'un premier mariage. Les filles avaient très mal vécu la séparation. Elle était effondrée que ses filles ne veuillent plus même la voir. Enfin, Véronique Duchesne venait tout juste de couper les ponts avec sa mère. Ce sont 2 femmes avec des gros caractères. Donc forcément, ça clashait. La veille de la disparition, il y a une dispute qui éclate entre Véronique Duchesne et sa mère et que ça va profondément l'affecter puisqu'elle ne souhaitait plus avoir de contact avec sa mère dorénavant. Tout indique dans la vie de Véronique Duchesne qu'elle pourrait mettre fin à ses jours. Tout va mal. Pour moi, le suicide était acté. Au fil des heures, l'hypothèse d'un geste désespéré paraît se confirmer. Le 8 octobre, vers 10h du matin, 2 pêcheurs à pied font une première découverte sur l'île de la Comtesse. Ils vont découvrir un châle beige. C'est un châle poncho assez grand. Ils savaient qu'une femme avait disparu et donc ils vont faire le rapprochement, ils ramènent le châle à la gendarmerie. Les gendarmes me l'ont montré, donc j'ai reconnu aussitôt le châle. C'était un vêtement qu'elle portait quotidiennement. Ça me paraît très grave parce que jamais elle n'aurait laissé le châle et puis repartir, je sais pas moi, à pied ailleurs. Véronique Duchesne serait donc allée sur l'île de la Comtesse avant de disparaître. Et cela n'est pas de bon augure, car elle s'y réfugiait dans les moments difficiles. Quand elle avait un petit coup de mou, ça lui permettait de s'évader et de prendre un moment seul. Quelques heures plus tard, c'est au tour du sac à main de la disparue de refaire surface. Et son contenu semble ne laisser aucun doute. Il y avait 2 chapelets, un livre de prière et également des médicaments dans ce sac à main. Des médicaments, c'est pas anodin, c'est des anxiolytiques, c'est des médicaments pour vous endormir. La quantité de boîtes était anormale. Est-ce qu'elle s'est endormie? Est-ce qu'une vague est arrivée, l'a emmenée? Après, c'est compliqué.
En clair, pour Thierry Meunier, Véronique Duchesne aurait avalé des somnifères, puis la marée aurait emporté son corps au large. 72 heures après la disparition, tout porte à croire que le mari avait vu juste. Du côté de la pointe de Minard, à 15 km de Sac-et-Portrieux par la côte, un père et son fils font une macabre découverte puisqu'ils aperçoivent un corps. Corps qui a été donc ramené par la mer au bord de la plage. Corps de femme vêtu d'un jean et d'un pullover de couleur verte. C'est Véronique Duchesne, la disparue de la plage de la Comtesse. En fait, on ne savait pas où elle était et on la retrouve décédée dans la mer. Donc, waouh. On était effondrés, quoi, évidemment. Ouais. Seulement, la thèse du suicide, celle que le mari soutient depuis le début, va bientôt s'effondrer. 3 mois après la mort de Véronique Duchesne, coup de théâtre dans l'enquête. Les gendarmes de la section de recherche de Rennes livrent à la famille une information qui rebat totalement les cartes. C'est l'inspecteur Letty qui est venu ici à la maison un dimanche matin et c'est là qu'il nous a révélé que c'était pas un suicide mais c'était un assassinat. Ah là c'était le choc, là on s'est dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé là, c'était... Et là, waouh, c'est vertigineux, oui. C'est pire qu'un choc, c'est-à-dire que là vous êtes à plat. Vous étiez parti sur un suicide, on vous annonce ensuite que ça serait un meurtre. Donc là, c'est une horreur. Sur le corps de Véronique, le légiste va révéler des traces qui ne collent pas avec le suicide. Des blessures, à la fois au visage, mais également sur les membres inférieurs et aux avant-bras. Véronique Duchesne s'est fait frapper et plutôt violemment parce qu'elle n'est cassée. On retrouve du sang sur le châle, ce qui révélerait une lutte dans les rochers. Elle aurait subi des violences au niveau du cou. Elle est morte étouffée, étranglée, avant d'être dans l'eau. C'est un tournant dans l'enquête, puis immédiatement il y a une ouverture d'informations judiciaires pour homicide. Véronique Duchesne a donc succombé à une violente agression sans qu'aucune trace de violence sexuelle ne soit constatée. Mais il y a cependant un détail qui chiffonne les enquêteurs. Souvenez-vous, le cadavre de la victime a été retrouvé à la pointe de Minard, un lieu qui se trouve à 15 km de l'île de la Comtesse, là où le châle a été découvert. Et cela pose question. Les enquêteurs vont faire un travail titanesque en reconstituant une dérive de corps en partant de l'île de la Comtesse. Ils ont mis des mannequins à l'eau, à la même heure, avec le même coefficient de marée, le mannequin et le sac à main, après avoir dérivé pendant des heures et des heures, se retrouvent à peu près au même endroit où on a retrouvé à la fois le sac à main et le corps de Véronique. Véronique a donc bien été tuée sur l'île de la Comtesse. Y aurait-elle fait une mauvaise rencontre? C'est la nouvelle piste explorée par les enquêteurs grâce à un témoignage inattendu. En enquêtant près du lieu du crime, les gendarmes vont être abordés par un témoin providentiel. L'homme de nationalité britannique vit dans la région et apparemment, il serait la dernière personne à avoir vu Véronique Duchesne vivante. Il la voit traverser la plage de la Comtesse pour se rendre au bout de l'île de la Comtesse, où il décrit en réalité une femme qui va s'asseoir. Et l'homme de fournir des détails très précis. Et cela intrigue les gendarmes. Ce témoin va troubler les enquêteurs dans la mesure où il n'observe pas pendant quelques secondes, il observe pendant 20 minutes. Et il sait apporter une description qui est quand même assez inhabituelle. L'homme est un amateur de femmes, elle avait une belle prestance, une belle silhouette. Il est fasciné par elle, elle était très attirante. Manifestement, il n'est pas resté insensible à son charme.
Mais celui qui semblait être un simple témoin va vite devenir un suspect potentiel. Et voilà pourquoi. Il a tendance à aller au contact des femmes sur la plage, à les traquer même. On a un profil psychologique qui est également inquiétant puisqu'on a quand même un homme qui est particulièrement virulent avec sa compagne, qui se vante d'avoir été violent avec des femmes, qui se vante aussi de toujours être passé à travers les mailles du filet. Comme il est connu pour des violences conjugales, qu'il est un peu à la ramasse dans sa vie, je crois qu'il habite avec sa mère, il n'a pas trop de travail, évidemment, il fait figure de suspect. Alors, ce témoin serait-il l'agresseur de Véronique Duchesne? Il y a cependant un problème, car l'homme a un alibi au moment du crime. Cette personne indique qu'il est parti se baigner avec sa mère. Et sa mère va dire oui, effectivement, au départ, il est resté sur la plage et ensuite il est venu me rejoindre et on s'est baigné. Sauf qu'on n'a pas de chronologie, on n'a pas d'heure, on ne sait pas quand. Sauf à imaginer que la mère mente pour couvrir son fils, ça semble pas possible. Aller, alors qu'on lui a rien demandé, se présenter à la gendarmerie pour dire qu'il a vu une femme qu'il aurait par la suite tuée, mais il aurait... Bon. Et comme elle n'a pas été agressée sexuellement, les gendarmes ont compris que c'était pas le bon client. Mais les enquêteurs ne sont pas bredouilles, car le témoin leur a livré une information intéressante. Il explique que lorsqu'il s'apprête à quitter la plage avec sa mère, il aperçoit la silhouette d'un homme quitter l'île de la Comtesse aux alentours de 15h. Mais qui est cette mystérieuse personne? Un simple promeneur ou l'agresseur de Véronique Duchesne? La thèse de la mauvaise rencontre, Thierry Meunier y croit toujours dur comme fer. Et selon lui, cela ne fait aucun doute, sa femme connaissait son assassin. C'est peut-être son passé. Est-ce qu'elle a retrouvé un ex-copain? Moi, je reste intimement persuadé que c'est une mauvaise rencontre d'une ex-connaissance. Il est vrai qu'à Saint-Quay-Portrieux, l'enfant du pays connaissait tout le monde. Et selon son entourage, elle était très appréciée. Elle avait un tas de copains, elle sortait, elle était surtout entourée de garçons. Elle aimait avoir du monde autour d'elle, c'était une fille qui rassemblait. Elle était attachante, on pouvait compter sur elle. Les enquêteurs s'interrogent sur la question de savoir si elle entretenait une liaison avec un homme, mais ça, les investigations téléphoniques, même auprès des proches, ne donneront rien. C'est quelqu'un qui menait une vie propre. On n'a pas trouvé d'ennemis ou de gens qui lui en voulaient au point de la tuer. Sauf qu'à y regarder de plus près, les gendarmes vont réaliser qu'ils ont sous les yeux un autre suspect. Et cela depuis le début, Thierry Meunier, le mari. Souvenez-vous, il met beaucoup de temps à signaler la disparition. Il oriente l'enquête vers la piste du suicide avant de soutenir la mauvaise rencontre, quitte à laisser entendre que sa femme lui était infidèle. Mais vous allez voir qu'il y a plus accablant. Et pour cela, il faut se plonger dans la vie du couple, une vie qui, ces derniers mois, avait tourné au cauchemar. Dès lors, Thierry Meunier avait-il de bonnes raisons de vouloir supprimer sa femme? À 450 km de Saint-Quay-Portrieux, Poitiers. Lorsque Véronique rencontre Thierry au milieu des années 2000, elle sort d'un divorce douloureux. On s'est rencontrés dans une boîte de nuit, le jour de son anniversaire. Ils ont emménagé rapidement ensemble. J'ai trouvé qu'ils allaient hyper vite dans leur relation. Ma maman était dans une phase qui n'était pas évidente. C'était une maman toute seule avec ses filles. Financièrement, on ne roulait pas sur l'or. Elle a dû voir en Thierry Meunier un espoir de reconstruire une vie. Ils se sont rencontrés fin 2004 et ils se sont mariés en octobre 2005. C'est-à-dire même pas un an après. On a tous été très surpris. À l'époque, Véronique Duchesne est une modeste secrétaire à la mairie de Poitiers.
À ses côtés, Thierry Meunier va lui promettre une vie de rêve. Il se disait marchand de biens, ce qui était marrant parce qu'il ne le portait pas sur lui. Ah, il roulait pas trop carrosse à l'époque. Je me rappelle, il avait une vieille voiture et tout, là. Au gré de leurs discussions, ils se sont échafaudés des plans en se disant « Allons-y, lançons-nous dans les affaires ». Seulement, Véronique n'a aucune expérience dans l'immobilier. C'est pourtant elle qui prend tous les risques. Il va très vite lui faire cesser son activité professionnelle, lui faire vendre sa maison pour faire des investissements immobiliers. Moi, je lui dis, je ne sais pas si j'aurais vendu mon bien. Est-ce que vous n'auriez pas pu faire un emprunt? Au moins, tu aurais gardé quelque chose pour toi et tout ça. Ah non. Fallait aller de l'avant. Pour les proches de Véronique, cet empressement cache forcément quelque chose. Et ils vont vite en avoir le cœur net. Elle va dire oui à tous ses caprices, sur le plan professionnel notamment, puisque lui, il a une interdiction de gérer depuis les années 90. Il se servait d'elle comme prête-nom. Elle était là pour signer les achats et tout ça, donc il avait besoin d'elle. C'était lui qui gérait tout. Il courait partout dans tous les sens. Elle était plutôt tranquille, à rester chez elle, à gérer sur son ordinateur, faire les contrats de location, tout ça. Mais les sous, quand on parlait d'argent, c'était lui. Ils achetaient, ils rénovaient souvent pour revendre, pour se faire du cash facilement. C'était des logements, mais plus qu'insalubres. Rien à faire du bien-être des locataires, quoi. Le couple affiche une réussite insolente. Les affaires marchent et Thierry Meunier veut que cela se sache. Donc on a acheté un premier immeuble où on avait une douzaine d'appartements. Et on en a financé 1, 2, 3, 4, 5 et on est arrivé rapidement à 80 et quelques appartements. Et en 5 ans, on s'est fait un beau patrimoine. Il faisait voir comme quoi il réussissait dans les affaires et tout. Il sortait habillé, tout ça, puis il faisait voir qu'il était riche. Puis il était tout le temps bien habillé et tout. C'est quelqu'un qui aimait se faire de l'argent. Il le montrait surtout dans les voitures. Je me souviens d'un gros 4x4, d'un décapotable aussi Mercedes. C'était pas non plus des voitures très chères. C'était de l'occasion, quoi, mais c'était tout dans l'apparence, en fait. Il aimait exposer son caddie de golf comme un trophée. C'était j'ai réussi, je vais me détendre. C'est quelqu'un qui vit à travers le regard des autres, pour qui les signes extérieurs de réussite sont importants. Les proches de Véronique Duchesne, eux, n'en croient pas leurs yeux. Il y a eu un bateau. Et là, d'où ça sort? C'était un petit yacht, quoi. Il y avait une très grande salle à manger, cuisine, salon, tout dans le même... ce grand cockpit, quoi. Ah non, le truc... donc sur le rooftop, il y avait les grandes banquettes pour bronzer, comme on voit presque au large de Saint-Trope. Oui, c'était la belle vie. Quand vous gagnez 150 à 200 000 euros par an, on avait une belle maison, on vivait bien, on recevait des amis. Ils ont fait des soirées, des grosses soirées chez eux. Tout le monde mangeait, dansait en même temps. Enfin, c'était très animé, quoi. Il y avait peut-être 50 personnes, là aussi, ils arrosaient tout le monde. Elle adorait recevoir Véro. Aveuglée par le train de vie que lui offre son mari, Véronique ne réalise absolument pas que la situation lui échappe. Elle a pris goût à cette vie. Elle me disait, moi je fais plus les courses. Je sais plus combien coûtent les choses. C'est quelqu'un pour qui Véronique avait beaucoup d'admiration. Elle mettait un petit peu des paillettes dans les yeux. Véronique l'ignore, mais le bonheur sera de courte durée. L'empire bâti par Thierry Meunier va s'écrouler comme un château de cartes. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Véronique Duchesne. Dans la seconde partie, vous allez voir que la quadragénaire et son mari étaient lourdement endettés. Les grandes évasions. Mohamed Amra, Redouane Faïd, Antonio Ferrara, Jacques Mérine, avec le service police-justice de RTL, plongé dans les récits de ces évasions spectaculaires qui ont ébranlé les systèmes judiciaires.
Les Grandes Évasions, un podcast à retrouver à tout moment sur le site et l'application de RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Véronique Duchesne, vous allez voir que la quadragénaire et son mari étaient lourdement endettés. Avec moi, vous entendrez les voix de Thierry Meunier, l'ex-mari de Véronique et principal accusé, celle de Faustine, sa fille, de Patricia et Olivier, ses frères et sœurs, ainsi que des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. À la fin de l'année 2008, rien ne va plus. Thierry Meunier et Véronique Duchesne ont fait un nouvel investissement qui s'avère catastrophique. Les 2 bars qu'ils ont achetés dans le centre historique de Poitiers font les gros titres de la presse locale. Des employés, brutalement mis à la porte, ont tagué les vitrines et vandalisé les véhicules du couple. Il y avait eu quand même une manifestation parce que les salariés n'étaient plus payés, que Thierry n'avait pas payé. C'était grave. C'est dû à une mauvaise gestion et à une forme de légèreté dans la façon de tenir ses affaires. Se lancer dans la restauration, c'est un peu ambitieux et ni l'un ni l'autre n'avait le niveau pour le faire. On a eu du retard dans les charges, on a eu du retard dans plein de choses. Et on a commencé à vendre l'immobilier, notamment 2 immeubles qui nous rapportaient beaucoup d'argent. Et quand vous vendez les biens qui vous rapportent le plus, on avait moins de revenus. Ça a été la descente aux enfers. En quelques mois, le couple est ruiné. Le montant de la dette est colossal. La dette se chiffrerait à plus d'1 million d'euros. Et c'est pour Véronique Duchesne que la situation est la plus délicate. Car souvenez-vous, son mari étant interdit d'exercer dans l'immobilier, c'est sa signature à elle qui est sur tous les documents. Officiellement, elle est la seule responsable du million de dettes. Et elle m'a bien dit, je ne peux pas, je ne peux plus. Je ne peux pas, je ne peux plus. Et c'est là que j'ai compris que elle était mouillée jusqu'au cou, quoi. Malheureusement, elle a été prise dans un engrenage et elle n'a pas pu s'en sortir, quoi. Comment elle a pu se laisser embarquer dans des histoires pareilles? Parce que c'était quelqu'un d'extrêmement sage. Elle a toujours tenu ses comptes et elle faisait extrêmement attention. Un sou, c'était un sou, vraiment. C'est dramatique, parce qu'elle s'est laissée aveuglée par un fou, quoi. Par un fou. Qu'elle a été manipulée, quoi. Et que c'était pas du tout son style. Franchement, ma mère était pas du tout une personne influençable. Mais il a réussi à complètement effacer son caractère. Au départ, on la sent forte, mais non. En fait, non, elle n'est pas forte, Véro. Elle était très fragile. Psychologiquement, elle était très fragile et il savait. Il le savait. Pour les proches de Véronique, Thierry Meunier a peu à peu isolé sa femme pour prendre le contrôle sur elle. Ça lui faisait du bien de dévaloriser les autres. Et il pouvait être très blessant dans ses mots. Très, très blessant. Elle avait une certaine crainte de lui, je pense. Oui, il ne devait pas être facile tous les jours, je pense. Ouais. Il l'a isolé, mais de manière très très subtile, puisque moi, ils m'ont offert la location d'un appartement. Ma petite sœur, elle a été mise en pension, à quelques centaines de mètres de la maison. Clairement, il voulait garder ma mère pour lui tout seul et il nous a toutes les 2 mises à l'écart. Mais il la quittait jamais vraiment des yeux. Si elle venait nous voir, il arrivait pratiquement aussitôt. Elle n'était jamais seule. Le premier été où on a fêté son anniversaire, je dirais qu'il y avait une 20aine de personnes. L'année d'après, une dizaine. Et l'année d'après, je crois qu'il n'y avait que 2 personnes. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Je trouvais bizarre qu'il y avait de moins en moins de monde autour d'eux. Véronique s'est retrouvée sous l'emprise quasi totale de son mari. Le piège s'est refermé sur elle. En pensant trouver l'amour, elle a trouvé la catastrophe et la ruine.
Isolée et criblée de dettes, Véronique tombe en dépression et se met à boire. Elle n'était plus elle-même, on va dire. On l'avait vu un soir, ça trinquait beaucoup plus que d'habitude. Et on s'est dit, oh là, il y a quelque chose, c'est pas normal. Si elle se noie son chagrin comme ça, c'était pas son style. Il a mis notre sœur dans l'alcool. Complètement. Elle était dépendante de l'alcool. La dernière fois que je l'ai eue au téléphone, elle n'était pas bien du tout, quoi. Et je lui dis, Véro, c'est maintenant qu'il faut que tu partes, quoi. Il faut que tu laisses tout ça. Mais si Véronique décide de quitter Poitiers, c'est avec Thierry Meunier qu'elle se réfugie à Saint-Quay-Portrieux, là où réside sa famille. Elle se dit, on va essayer de se reconstruire à Saint-Quay. Elle est encore persuadée à ce moment-là que Thierry Meunier peut changer. Elle s'en remet à nouveau à son mari, qui prend la gérance de cette agence immobilière JLG. Mais l'expérience tourne court. Thierry Meunier est rattrapé par ses vieux démons. Une plainte a été déposée contre eux et une enquête ouverte à Saint-Brieuc au titre d'abus de confiance, d'escroquerie. Le couple aurait détourné le fichier client de cette agence immobilière. Pour faire un peu d'argent, alors on a fait une opération, on va dire, il n'y a pas d'autre terme, c'est-à-dire qu'on l'a fait au black. Donc le vendeur nous a payé une commission comme ça. Quand JLG l'a appris, ça leur a pas vraiment plu. Puis surtout, sous couvert de homestaging pour vendre une maison, ils habitent dans une maison qui est à vendre. Il l'a reconnu. Donc oui, on a vécu dans cette maison parce qu'on n'avait pas d'autres endroits pour vivre. J'ai pris de 8 mois avec sursis. Mais bon, je l'assume aussi. Pour la famille de Véronique, c'est ce nouvel échec qui a précipité sa fin tragique. Et voici comment. Les déboires judiciaires de Thierry Meunier ont fait sur Véronique Duchesne l'effet d'un électrochoc. Cette fois-ci, elle est à bout. Elle ne veut plus être la complice soumise de son mari. Ma sœur voulait partir, voulait le quitter. Elle voulait rester avec nous, même reprendre un petit job. Elle voulait fuir toute la vie qu'elle avait connue. Tout n'était que magouille et compagnie. C'était pas elle. Ah non. Être libérée de tout ce poids, avec le recul, mais quelle charge mentale. Et c'est justement en voulant se libérer de ce poids que les tensions au sein du couple vont éclater au grand jour. La veille de sa disparition, Véronique révèle à son frère être de nouveau dans une mauvaise passe. Et cela rend son mari furieux. Elle avait des consignes très strictes. Il fallait pas dire qu'ils avaient été licenciés, il fallait pas dire qu'il y avait une plainte déposée contre eux, fallait rien dire. Thierry Meunier se braque immédiatement contre Véronique Duchesne en lui disant « On n'en parle pas devant ton frère et sa belle-sœur, c'est pas leur problème et je ne veux pas que ça se sache. » Alors là, ce jour-là, on a vraiment vu son regard noir, les yeux noirs. Là, il devient fou, parce qu'elle lui échappe, sa chose lui échappe. Elle avait du mal à faire semblant. Donc, fondamentalement, au moment donné, il y a eu un point de rupture. L'emprise qu'il avait installée était en train de voler en éclats. Il lui a même dit « Toi, ta gueule, ta gueule, ta gueule ». Et à partir de là, on s'est vraiment dit, tu dois être un drôle de coco, toi. On l'a vu sa vraie identité, là. C'est au lendemain de cette violente dispute que Véronique Duchesne va être tuée. Alors s'agit-il vraiment d'un hasard? Ou Thierry Meunier aurait-il craint que sa femme, devenue incontrôlable, ne dénonce tout ce qu'elle savait? Il était arrivé au bout du processus avec ma mère. C'est-à-dire, voilà, ils avaient plus d'argent. Et il l'avait complètement dépouillé. Physiquement, il en avait fait une loque. La solution finale, c'était de s'en débarrasser pour recommencer à nouveau son business. En effet, Véronique n'aurait pas été un cas isolé. Bien au contraire. Les gendarmes interrogent les anciennes compagnes de Thierry Meunier et toutes affirment avoir été utilisées par ce beau parleur. Plus il gratte, plus il découvre un personnage sombre, une vie sentimentale compliquée, beaucoup de femmes, toujours à peu près les mêmes profils. C'est-à-dire les femmes qui étaient esselées. Fragiles,
donc vulnérables, faciles à abuser. Toutes des jeunes divorcées avec un peu d'argent. Elles diront toutes sensiblement la même chose. Tout allait bien dans leur vie jusqu'au jour où elles ont rencontré Thierry Meunier, lequel les a ruinées. Thierry Meunier aurait-il un mode opératoire consistant à vivre au crochet de ses compagnes ? Son attitude après le meurtre de sa femme pourrait le confirmer. Ma sœur était enterrée le samedi. Dès 2 jours après, il allait jouer au tennis. Il a été vu sur les cours de tennis. Les bras nous en sont tombés, quoi. C'est incroyable. Comment on explique que 15 jours après, je le retrouve au marché en chemise à fleurs, en sifflotant ? S'il avait eu vraiment toute cette tristesse qu'il criait, qu'il montrait à tout le monde, on aurait pu imaginer quelqu'un qui serait resté enfermé à la maison pendant au moins 2-3 semaines ou 1 mois, je sais pas. Non, lui, il a repris sa vie comme si de rien n'était quasiment dès le lendemain. C'était fou. Et ce n'est pas tout. 1 mois seulement après la disparition de Véronique Duchesne, Thierry Meunier a rencontré une autre femme. On est tombé carrément comme ça chez lui un soir, où c'est que d'habitude, il y avait toutes les photos de ma sœur qui étaient à l'intérieur de cette maison. Et là, on arrive, et là, on voit une nouvelle personne. Et les photos des gamins de cette personne. Et il nous l'a présentée comme première affaire, elle s'appelait aussi Véronique. Et il se permettait de l'appeler aussi Véro. Il va entamer une relation sentimentale, ce qui est pour le moins curieux et soupçonneux, quoi. Il y a un délit légal de deuil. Cette personne m'a été présentée par un couple d'amis qui lui ont dit « on vient manger ce soir chez toi, est-ce qu'on peut venir avec une amie ?» Je lui écoute, oui. Puis voilà. Et je sais que ça m'a été reproché. Mais les gendarmes découvrent que la nouvelle compagne de Thierry Meunier a le même profil que Véronique Duchesne. Cette femme est en instance de divorce et elle est sur le point d'empocher une somme importante pour lui, puisqu'il s'agit de 300 000 €. Ils sont partis au Sénégal, ils ont monté des restaurants au Sénégal. Ils ont monté 2 restaurants au Sénégal. Qui ont connu succès, il semblerait, pendant un moment, et qui sont partis en déconfiture. L'histoire semble se répéter pour Thierry Meunier, et cela ne plaide pas en sa faveur. D'autant qu'un autre élément va renforcer les soupçons pesant sur lui. Ce sont ces fameux somnifères retrouvés dans le sac de Véronique Duchesne. À première vue, les médicaments laissaient penser à un suicide, sauf que les experts sont intrigués par la dose ingérée. On retrouve une forte densité d'anxiolytiques. Mais quand je dis une forte densité, c'est pas une densité ni létale, ni assommoir. Elle était assez intelligente pour prendre la dose nécessaire pour en finir. Que là, c'était pas assez, quoi. C'est ça qui est bizarre. Mais il y a plus troublant. Le jour de sa mort, Véronique Duchesne n'avait aucune raison de prendre des somnifères. Cette femme devait sortir. Elle avait des projets dans l'après-midi, donc on ne comprend pas pourquoi elle aurait de son propre chef absorbé autant de médicaments. La veille, elle avait dit à la femme donc de mon frère qu'elle irait sur l'île de la Comtesse lire. Et elle avait également dit que comme c'était la grande marée, elle irait pêcher à pied. Les derniers moments où ma maman était vue, elle est allée acheter des cigarettes, elle avait du rouge à lèvres, elle était coquette. Elle avait vraiment pas l'air de quelqu'un qui allait mettre fin à ses jours. D'où cette nouvelle hypothèse. Véronique Duchesne aurait-elle pu prendre ses somnifères à son insu? Et notamment lors de son dernier déjeuner pris avec son mari.
Bien évidemment, les gendarmes vont lui poser la question, qui lui a préparé à manger le dernier? Est-ce que c'est elle ou vous? J'aurais répondu que c'était toujours moi, étant donné que c'est toujours moi qui les a mangés. Donc, De là, imaginer que c'est son mari qui aurait mis dans le repas les cachets, il n'y a qu'un pas. Alors, Thierry Meunier, qui avait facilement accès aux médicaments de sa femme, aurait-il pu la droguer en vue de l'assassiner? À partir du moment où on découvre qu'elle a été presque endormie avant d'être assassinée, évidemment, le mari est dans la ligne de mire. Mais voilà, aucun élément matériel ne permet d'impliquer Thierry Meunier dans le meurtre de sa femme. Pour clore leur enquête, les gendarmes doivent obtenir des aveux et pour tenter de confondre le mari, ils n'ont pas encore abattu toutes leurs cartes. Le 16 janvier 2011, les gendarmes débarquent chez Thierry Meunier. j'ouvre la porte et là je vois 15 gendarmes. Et donc, veuillez nous suivre, vous allez être interrogés. On fait une garde à vue plutôt musclée quand même. Et là, ils vont mettre le paquet, ils vont jouer le tout pour le tout. Des questions. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à 9h15, à 10h moins le quart? Moi, je leur dis, mais comment vous, je m'en souviens, moi. Les gendarmes savent que le mari n'a pas tout dit sur son emploi du temps le jour du meurtre. L'analyse de sa téléphonie révèle qu'il se trouvait près de l'île de la Comtesse au moment où sa femme a été tuée. Il cherche à joindre Véronique à 2 reprises, à 15h07 et 15h10. Ces 2 appels vont déclencher le relais du sémaphore qui couvre la plage et l'île de la Comtesse. Or, 15h, c'est l'heure du crime. Et qui est présent? Le mari. Dans un premier temps, Thierry Meunier conteste être allé sur l'île de la Comtesse et sur la plage de la Comtesse. Alors pourquoi mentir? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas au moment de son décès? C'est quand même très très louche. Pour les gendarmes, c'est un mensonge massif, un élément massu. Trahi par son téléphone, Thierry Meunier va retrouver la mémoire. Celui-ci va finir par reconnaître s'être rendu à proximité de la plage de la Comtesse à pied et avoir passé ces 2 appels. Effectivement, elle n'était pas revenue, donc je me suis dit, je vais aller à sa rencontre. Éventuellement, je vais la voir. Qu'il a regardé, qu'il n'y avait personne et qu'il est reparti. Il faut quand même essayer d'imaginer que c'est 3 mois après qu'il m'interroge. On me l'aurait demandé 3 jours après. Je pense que je ne me serais pas trompé sur des heures ou sur des faits. Thierry Meunier aurait donc simplement oublié de dire qu'il était passé tout près des lieux du crime vers 15h. Par contre, il conteste toujours être allé sur les rochers de l'île de la Comtesse, là où sa femme a été tuée. Mais les gendarmes insistent, car l'après-midi du meurtre, il reste un grand trou dans son emploi du temps. Entre 15h10, c'est la date de votre dernier appel, et le moment où vous êtes identifié au supermarché en train de faire des courses, qu'est-ce que vous faites pendant ces 3 quarts d'heure? J'ai pas d'alibi dans le sens où je suis chez moi, et j'étais tout seul. Qu'est-ce que je vous dise? Quand vous n'avez pas grand-chose à faire, vous regardez la télévision, vous buvez un petit coup de rosé, et puis voilà. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'alibi à l'heure du crime. Et qu'il a menti sur son parcours. Ces 2 éléments confortent les gendarmes dans leur idée. L'avocat de Thierry Meunier, lui, déplore une enquête à charge. On est parti du postulat que c'était Thierry Meunier qui avait tué son épouse. Alors après, tout devient suspect. Si vous n'avez pas d'alibi parce que vous alliez faire des courses à 15h30 et que pendant peut-être une demi-heure ou 45 minutes, vous avez regardé des vidéos, vous n'avez absolument rien fait, c'est suspect. Si vous n'avez pas appelé suffisamment vite les gendarmes, c'est suspect. Pour les enquêteurs, le scénario de l'assassinat de Véronique Duchesne semble maintenant très clair. Thierry Meunier, pendant le déjeuner, met des cachets broyés dans le repas de son épouse.
sachant qu'elle irait lire donc sur le fameux rocher de la comtesse. Il arrive sur le rocher de la comtesse, donc il est à peu près 15 heures, et là ça colle avec sa téléphonie. Il va vérifier qu'elle dort, l'idée étant de mettre les boîtes de cachet dans son sac à main. Et là, elle se serait réveillée. Une lutte aurait pu se dérouler, qu'elle aurait cherché à crier, qu'il l'aurait étranglée. Et ensuite, il serait parti faire des courses. Voilà Thierry Meunier qui va se dire, tiens, je vais aller tuer mon épouse, donc l'assassiner, puisqu'il y a préméditation. Entre 14h30 et 15h50, je vais garer ma voiture, je vais venir, je vais aller la rejoindre, peut-être que des gens vont me voir. De là, je vais la frapper, je vais l'étrangler, et je vais aller faire mes courses pour avoir un alibi et je vais rentrer chez moi. Ça paraît fou, cet après-midi-là. Pour l'avocat de Thierry Meunier, ce scénario ne tient pas la route, d'autant que son client n'a pas vraiment le profil d'un criminel. Personne ne dira que Thierry Meunier est violent physiquement. Aucune violence conjugale, aucune violence d'aucun type à mettre sur le dos de M. Meunier, et que quelqu'un qui n'a jamais commis le moindre délit de sa vie en arrive à faire le crime parfait. Mais écoutez, c'est quelque chose qui me laisse perplexe. Mis sous pression par les gendarmes, Thierry Meunier nie en bloc et ne craque pas. Il me hurlait dessus. On vous répète pendant 2 jours, de toute manière, c'est vous. Alors à chaque fois c'était avoué. Mais je dis, qu'est-ce que vous voulez que j'avoue? Je vais pas avouer ce que j'ai pas fait. Je n'ai pas tué Véronique. Je n'ai jamais levé la main sur elle. C'est déjà suffisamment douloureux comme ça. Au bout de 45 heures de garde à vue, ce sont les gendarmes qui jettent l'éponge les premiers. Au grand désarroi de la famille Duchesne et des enquêteurs aussi, Thierry Meunier est remis en liberté à l'issue de sa garde à vue. Et puis ils me disent, bon, vous pouvez y aller. Et alors là, j'étais assis, mais je crois que j'aurais été debout, je tombais. Je dis, mais je vais où? Parce que moi, je m'étais mis dans ma tête, ils vont m'amener en prison, je ne sais trop quoi. Ben, il me dit, vous rentrez chez vous. Le jour-là, on m'a dit, on a tout fait, on l'a cuisiné, c'est un tordu, on n'a rien réussi à en sortir de lui. Et pourtant, c'est pas détendre. Il y a assez d'éléments pour pouvoir renvoyer, à mon sens, Thierry Meunier devant la cour d'assises. Et il faut qu'il y ait un débat judiciaire sur tous ces éléments sur lesquels il a répondu systématiquement à côté. Il n'y a pas de réponse. 7 mois plus tard, le juge d'instruction de Saint-Brieuc convoque Thierry Meunier. La famille de Véronique Duchesne espère qu'il va être mis en examen pour meurtre sur conjoint. Mais à l'issue d'une longue audition, le magistrat en décide autrement. Il a estimé que Thierry Meunier ne devait pas être placé ou mis en examen, mais sous le statut de témoin assisté, considérant qu'il n'y avait pas suffisamment d'indices graves et concordants. C'est-à-dire qu'on a des soupçons, mais c'est comme si on n'en avait pas assez pour aller au bout du truc. Donc on ne met pas en examen, on met en témoin assisté. Ça permet à la justice de garder un œil sur lui et de lui dire attention, on ne vous oublie pas. Quand j'ai appris qu'il avait été mis témoin assisté, j'ai pris conscience de sa potentielle implication. Ça a renforcé mes doutes. Il y a un mobile, il y a des mensonges, il y a des choses qui ont été dissimulées, il y a un comportement qui est particulier. Il y a des éléments. Pourtant, depuis la décision du juge de Saint-Brieuc, l'enquête n'a pas vraiment progressé. Et 10 ans ont passé. Aujourd'hui, l'affaire connaît pourtant un nouveau départ. Fort heureusement, un nouveau juge d'instruction est arrivé donc à la tête de ce dossier. De nouvelles investigations sont en cours au sujet d'autres personnes qui se sont manifestées depuis lors. L'emploi du temps et les alibis des personnes présentes près de la plage de la Comtesse au moment du crime sont de nouveau vérifiés et approfondis. Dont celui du fameux témoin anglais au comportement suspect, le dernier à avoir vu Véronique Duchesne vivante. Mais Thierry Meunier n'y croit pas. Qu'il y ait un juge qui reprenne le dossier et qu'il le reprenne à zéro, j'en suis ravi.
Mais pourquoi est-ce que 10 ans plus tard, pourquoi est-ce qu'il trouverait quelque chose? La famille de Véronique Duchesne, elle, s'impatiente. Il est temps que ça bouge, vraiment. Et arrêtez de nous laisser dans l'attente, parce que c'est très difficile à vivre pour nous, sa famille et ses amis. Surtout que toute l'affaire, c'est qu'il y a une multitude d'éléments qui convergent vers la même personne. Vraiment, enfin... Pardon. Thierry Meunier attend de savoir s'il sera poursuivi pour l'assassinat de sa femme. Moi, je suis à la disposition entière de la justice, il n'y a aucun problème. Et s'il faut les expliquer dans les assises, eh bien j'irai. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je n'ai aucune crainte, aucune crainte. Sincèrement, je ne peux pas en avoir. En attendant la fin de l'enquête, Thierry Meunier est toujours placé sous le statut de témoin assisté. Il est donc présumé innocent. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Véronique Duchesne. 13 ans après le meurtre de sa femme, Thierry Meunier a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. À ce jour, la date du procès n'est pas encore connue. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. La nuit avait cette lourdeur humide propre aux villes tropicales, une chaleur collante qui s'infiltre dans les murs et semble suspendre le temps. Dans le quartier central de Saïgon, entre les immeubles décrépits et les enseignes lumineuses encore tremblotantes à cause des coupures de courant fréquentes, un appartement au 4e étage respirait un silence étrange. Derrière la porte verrouillée, l'air portait déjà cette odeur insidieuse, douceâtre, mélange de métal et de poussière, qu'on ne perçoit qu'en se tenant très proche de la mort. C'est un voisin, intrigué par la musique interrompue brusquement la veille, qui avait osé frapper plusieurs fois avant de descendre prévenir le gardien. Quand la police força enfin l'entrée, ce qu'elle découvrit figea les gestes et les voix. Le corps d'un homme d'une trentaine d'années, affaissé sur le carrelage blanc, le torse lacéré, le visage tourné vers le plafond comme s'il avait voulu voir à travers les fissures jaunies un dernier fragment de ciel. Les rideaux étaient tirés, laissant filtrer un ray de lumière bleutée qui tombait directement sur une caméra vidéo posée sur la table basse, encore reliée par un fil à une télévision éteinte. Une cassette VHS, sans étiquette, gisait non loin, à moitié coincée sous un coussin taché de sang séché. Nous sommes en 1998, une époque où Saïgon, déjà rebaptisé Ho Chi Minh Ville, vit la frénésie des années d'ouverture économique. Derrière les façades coloniales transformées en café à la mode, les contrastes s'aiguisent. Fortune rapide, pauvreté persistante, deal en coulisses. La criminalité prend des formes nouvelles, et la police navigue entre archaïsme bureaucratique et modernité naissante. Dans ce décor, un meurtre comme celui-ci ne surprend pas totalement. Pourtant, quelque chose dans la mise en scène dérangeait. Pas de signe d'effraction, pas de vol apparent, mais cette caméra, comme une sentinelle silencieuse, semblait avoir été témoin muet d'un drame dont l'écho allait résonner bien au-delà des murs. La victime s'appelait Tran Hu Cagne. 32 ans, ancien étudiant en cinéma, reconverti dans de petits travaux de montage vidéo pour des mariages, des fêtes d'entreprise, parfois des films amateurs commandés par des étrangers fascinés par l'exotisme du Vietnam. Les voisins le décrivaient comme discret, poli, mais souvent éveillé jusqu'au petit matin. On l'apercevait à sa fenêtre, cigarette à la main, fixant la rue d'un regard perdu, comme habité par une inquiétude sourde. Ce qui intrigua immédiatement les enquêteurs, c'est que le magnétoscope était encore branché, comme si quelqu'un avait voulu visionner quelque chose ou l'enregistrer juste avant de fuir. Mais la cassette n'était pas dans l'appareil, elle avait été retirée, glissée maladroitement sous ce coussin. Pourquoi la cacher à moitié? Pourquoi ne pas l'emporter si elle contenait une preuve compromettante? Le commissaire chargé du dossier, un homme au visage taillé à la serpe, formé à l'époque soviétique et obsédé par les détails, ordonna de sceller l'appartement. Chaque objet devint une énigme potentielle.
Le cendrier rempli de mégots, la cafetière encore tiède, les papiers éparpillés sur le bureau avec des notes griffonnées en français, comme si la victime avait entretenu une correspondance. Mais tout semblait converger vers cette cassette muette. Pourtant, le visionnage immédiat n'eut pas lieu. Par une ironie du destin ou peut-être à cause d'une main invisible, la cassette disparut entre la scène du crime et la salle d'épreuve. Officiellement, on parla d'un malentendu, d'une erreur administrative. Officieusement, certains agents murmurèrent qu'elle avait été subtilisée par quelqu'un de l'intérieur, peut-être pour couvrir un nom, une figure, une vérité trop lourde pour éclater au grand jour en 1988. L'enquête piétina. Faute de preuves tangibles, le meurtre fut classé parmi les affaires non élucidées, un de ces dossiers épais qui dorment dans les archives entre poussière et oubli. Mais le spectre de Cagnes restait tapi dans les couloirs de la mémoire policière, rappelant à chacun que quelque part, une bande magnétique renfermait peut-être le récit exact de ces dernières heures. Ce n'est que 10 ans plus tard, en 2008, lors d'un inventaire banal d'objets abandonnés dans un ancien dépôt de police, qu'un jeune archiviste tomba sur une armoire grinçante. Parmi des sacs éventrés, des chemises jaunies, un petit boîtier en plastique noir apparut. L'étiquette collée dessus avait été arrachée, mais à l'intérieur se trouvait une cassette VHS. Par réflexe, il l'inséra dans un magnétoscope vétuste. L'image, d'abord brouillée par des parasites, finit par se stabiliser. Ce qu'il vit le fit reculer, le souffle coupé. L'appartement de Cagnes, filmé de l'intérieur, quelques heures avant le crime. Une soirée ordinaire transformée en conte à rebours inexorable. La bande montrait Cagnes assis à sa table, parlant avec un invité dont le visage restait hors champ. La voix, en revanche, était claire, basse, tranchante, comme celle de quelqu'un qui choisit ses mots avec la précision d'un scalpel. On distinguait des bribes de conversation en vietnamien et en français, comme s'il s'agissait d'un échange codé. Des phrases surgissaient. « Tu as ouvert une porte que tu ne peux plus refermer. »« Il ne pardonne pas. Le film n'est pas seulement une fiction. » Puis, un bruit sec, un mouvement brusque, l'image coupée par des stries blanches. La cassette s'arrêtait là, brutalement, laissant le spectateur suspendu dans un vide de sens et de peur. Ce fragment relança l'affaire avec une violence inédite, car la voix, plusieurs anciens policiers, la reconnurent immédiatement. Elle appartenait à un homme influent de l'époque, un producteur franco-vietnamien, connu pour financer des documentaires, mais soupçonné de liens avec des réseaux clandestins. Dans le Saïgon des années 90, il flottait déjà autour de lui une aura de mystère, d'argent noir, de contrats jamais écrits, mais respectés sous peine de disparition. À partir de cette redécouverte, le meurtre de Cagnes n'était plus une simple tragédie isolée. Il devenait une pièce dans un puzzle plus vaste, où se mêlaient art, politique, marché noir des images et secrets enfouis dans les couloirs d'une ville en mutation. L'existence même de cette cassette bouleversa la chronologie des faits et fissura l'armure des certitudes policières. Pendant 10 ans, le dossier avait dormi comme une cicatrice mal refermée, évoqué seulement dans les conversations feutrées des anciens enquêteurs comme un exemple d'affaire impossible. Et voilà qu'un ruban magnétique, oublié dans l'ombre d'une armoire rouillée, se mettait à hurler silencieusement qu'il y avait eu des témoins, qu'il y avait eu des mots, des menaces, une tension palpable quelques instants avant que le sang ne s'imprime sur le carrelage. Ce qui n'était autrefois qu'un cadavre solitaire devenait maintenant le pivot d'une toile complexe où se croisaient des figures insoupçonnées. La cassette, soigneusement numérisée pour éviter toute détérioration, passa entre les mains d'analystes. Chaque parasite, chaque souffle sonore fut décortiqué comme une relique. Le timbre de la voix masculine, grave et légèrement éraillé, fut comparé à des enregistrements anciens. Les soupçons se cristallisèrent sur une figure. Philippe Duval, un producteur franco-vietnamien arrivé dans les années 80, ayant navigué entre les plateaux de tournage improvisés et les soirées mondaines où se signaient des accords en coulisses. On racontait qu'il avait financé de jeunes réalisateurs vietnamiens, mais toujours avec une arrière-pensée, contrôler les récits, acheter les regards, orienter les histoires vers des zones d'ombre. Ce qui glaça davantage, c'est que plusieurs témoins, anciens techniciens, confirmèrent avoir entendu la même phrase énigmatique prononcée par Duval dans des contextes différents. Le film n'est jamais seulement un film. Une maxime qui sonnait comme une devise, peut-être un code, peut-être une menace. Dans la bouche d'un producteur, elle pouvait paraître banale, presque poétique. Dans celle d'un suspect, elle devenait un présage macabre. Les enquêteurs reprirent alors le chemin des souvenirs. Ils interrogèrent les anciens voisins de Cagnes, désormais vieillis, certains partis à la retraite, d'autres exilés. Tous se souvenaient de cet homme poli,
mais ils évoquèrent aussi ses visiteurs nocturnes. Un homme grand, élégant, parlant français avec un accent étrange, avait été aperçu plusieurs fois dans l'immeuble en 1998. Toujours discret, il ne restait jamais plus d'1 heure. À chaque fois, Khan paraissait nerveux après son départ, comme s'il portait un poids invisible. Peu à peu se dessina un tableau différent. Khan n'était pas seulement un monteur vidéo insignifiant. Il travaillait sur des projets plus sensibles, parfois commandés par des étrangers, cherchant à documenter des zones interdites, des réalités politiques camouflées, des crimes économiques passés sous silence. Son appartement, modeste en apparence, cachait peut-être une fonction clandestine, celle d'un atelier où l'image devenait une arme. Les carnets retrouvés sur son bureau prirent alors un sens nouveau. Les notes en français, illisibles pour les policiers de l'époque, furent confiées à un traducteur. Elles parlaient de portes ouvertes, de vérités fragiles, de bobines qui brûlent plus fort que le feu. Des phrases métaphoriques, mais qui, replacées dans le contexte de cette cassette, résonnaient comme des avertissements. Khan savait qu'il manipulait des matériaux dangereux. Il savait que certains films pouvaient coûter la vie. La découverte de la cassette suscita aussi un trouble dans la hiérarchie policière. Pourquoi avait-elle disparu en 1998 ? Qui l'avait subtilisée, puis oubliée dans ce dépôt secondaire ? Était-ce un hasard, une négligence, ou une volonté de retarder la vérité jusqu'à ce que les protagonistes soient hors d'atteinte ? Dans les bureaux où les ventilateurs grinçaient au plafond, la méfiance s'installa. On craignait que l'affaire n'éclabousse non seulement des criminels, mais aussi des protecteurs puissants, tapis dans les coulisses de l'État ou des affaires privées. L'appartement, longtemps fermé, fut rouvert pour la première fois depuis des années. L'odeur avait disparu, mais les murs gardaient cette aura lourde, comme si chaque fissure était une cicatrice du crime. Les enquêteurs actuels, armés de technologies nouvelles, inspectèrent de nouveau les lieux. Derrière une plinthe, ils découvrirent une cache minuscule. Un rouleau de pellicule 16 mm, rongé par le temps, mais encore lisible. Les images, une fois développées, montraient des fragments de la ville, une usine abandonnée, des visages filmés à la dérobée, des cargaisons transportées de nuit. Rien de clair, mais tout suggérait une surveillance, une enquête parallèle menée par Khan lui-même. Et si Khan avait été plus qu'une victime, et s'il avait été un enquêteur clandestin, un témoin qui, à travers sa caméra, voulait exposer ce que d'autres voulaient enterrer. Dans ce cas, son meurtre n'était pas un simple règlement de compte, c'était une exécution. La figure de Duval, elle, planait toujours comme une ombre. Certains anciens collaborateurs acceptèrent enfin de parler, protégés par la distance du temps. Ils racontèrent des soirées où des VHS circulaient sous la table. Pas seulement des films amateurs, mais des enregistrements bruts, compromettants. Ils parlèrent de deals étranges avec des hommes d'affaires, de paiements en liquide, dans des valises. L'un d'eux jura avoir vu Khan discuter violemment avec Duval quelques semaines avant sa mort, à propos d'une cassette qu'il refusait de remettre. Était-ce celle qui se trouvait sous le coussin, maculée de sang séché? L'affaire prit alors une dimension presque mythologique. Elle dépassait les frontières du simple fait divers pour devenir le symbole d'une époque, celle où l'image commençait à échapper à ceux qui la contrôlaient, où les secrets ne pouvaient plus être enfermés dans des coffres, car une simple bande magnétique pouvait contenir assez de vérité pour renverser des réputations et déchirer des vies. Chaque enquêteur qui revoyait la cassette VHS ressentait ce malaise particulier, ce frisson glacé qui vient quand on pressent que ce que l'on observe n'est pas seulement un fragment du passé, mais une preuve que l'histoire n'a pas fini de respirer. L'ombre de Khan figée sur l'écran devenait un reproche muet, une accusation suspendue, rappelant que tant que la vérité n'éclatait pas, le crime demeurait vivant, en attente de justice. Les enquêteurs décidèrent de franchir une étape décisive, confronter directement le passé, fouiller les archives comme on exhume un corps, retourner chaque page pour y traquer ce qui avait été volontairement effacé. Les rapports de 1998, rédigés à la hâte, semblaient n'être qu'une façade, une compilation de clichés sans âme, aucune mention réelle de la cassette comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, une annotation griffonnée en marge trahissait la gêne d'un officier. Objet manquant, voire section scellée. Cette section, évidemment, restait introuvable. Le fantôme de la manipulation planait au-dessus du dossier. Ce silence forcé poussa l'équipe actuelle à interroger d'anciens policiers, désormais retraités. Certains feignirent de la mémoire défaillante, d'autres acceptèrent de parler à demi-mot, la voix tremblante comme si la peur ne les avait jamais quittés. L'un d'eux, cheveux blancs, mains tachées de nicotine, lâcha une phrase qui claqua comme un verdict. En 1998, on nous a dit d'oublier.
Pas d'enquête, pas de vague. Qui leur avait donné cet ordre? Personne ne se risqua à prononcer un nom, mais tous savaient que la hiérarchie avait fermé la porte volontairement. Pendant ce temps, les analystes audio parvinrent à isoler un détail nouveau. Dans la bande VHS, juste avant que l'image ne saute, un bruit métallique résonnait, suivi d'un souffle retenu. Pas un simple parasite. C'était le cliquetis caractéristique d'une arme que l'on arme lentement. Le film ne montrait pas le meurtre, mais il le pressentait, comme un orage enfermé dans une pièce close. La voix de Duval, froide et précise, précédait ce bruit, et cette séquence suffisait déjà à transformer une suspicion en quasi-certitude. Mais le danger ne venait pas seulement du passé. Très vite, les enquêteurs sentirent des regards peser sur eux. Un soir, en sortant du commissariat, l'un d'eux trouva sa voiture éventrée, les dossiers dispersés, mais rien n'avait été volé. Simple avertissement. La résurgence de cette affaire réveillait des forces dormantes, et l'ombre de Duval n'était peut-être pas la seule en jeu. Derrière lui, c'était tout un réseau, invisible, tentaculaire, où se mêlaient argent, pouvoir et silence acheté. Pour avancer, il fallait percer la vie de Khan à jour. Ses proches furent de nouveau sollicités. Sa sœur aînée, qui avait quitté Saïgon pour Paris après le drame, accepta enfin de témoigner. Elle parla d'un frère obsédé par ces images, persuadé que « filmer, c'est sauver ». Selon elle, Khan avait découvert quelque chose de trop grand, un secret qui dépassait la simple sphère artistique. Quelques semaines avant sa mort, il lui avait envoyé une lettre étrange où il écrivait « Si un jour tu entends mon silence, cherche dans mes bandes, elles savent parler mieux que moi. » Cette piste incita les enquêteurs à scruter l'atelier de montage où Khan travaillait parfois. L'endroit, poussiéreux, avait été transformé en entrepôt. Mais dans un tiroir verrouillé, ils découvrirent un paquet de bandes supplémentaires, soigneusement emballées dans du plastique. La plupart contenaient des images banales, mais l'une d'elles se distinguait. Pas de titre, pas de repère. À la lecture, des séquences nocturnes apparurent, docks du port, silhouettes chargées de caisses, regards furtifs échangés sous la lumière sale d'un réverbère. On devinait un trafic. Armes, drogue, rien n'était explicite, mais l'ambiance était trop lourde pour n'être qu'une coïncidence. Et soudain, au milieu de la pellicule, un visage surgit. Flou, mal cadré, mais reconnaissable. Celui de Duval, sortant d'une voiture noire, échangeant une poignée de main avec un inconnu. La caméra tremblait, comme si Khan avait filmé en cachette, caché derrière un mur. C'était la pièce manquante, l'ombre devenue image. Duval n'était plus seulement une voix. Il était là, saisi sur le vif, au cœur d'un réseau qu'il n'aurait jamais voulu voir exposé. Ce fragment de preuve pourtant posait un dilemme. Devait-on le révéler publiquement? Le risque était immense. L'affaire menaçait de faire tomber non seulement un homme, mais tout un système qui avait prospéré sur l'opacité. Le silence de 1988 s'expliquait. Ce n'était pas une enquête étouffée par paresse, mais un crime verrouillé par complicité. Khan, en filmant, avait ouvert une brèche que son meurtre tentait de refermer. Mais l'image avait survécu. Elle revenait maintenant hanter ceux qui croyaient de l'avoir enterrée. Dans la lumière vacillante des salles d'archives, l'équipe d'enquête sentit que le sol se dérobait. Chaque découverte les entraînait plus loin dans une spirale où la frontière entre justice et survie devenait mince. La figure de Khan, autrefois une victime silencieuse, se dressait désormais comme un résistant posthume. Ces images, ces fragments de vérité, parlaient à sa place et elles accusaient sans détour. Mais la question demeurait, pourquoi avoir laissé cette cassette sous un coussin au lieu de la détruire? Était-ce une erreur du meurtrier ou bien un choix délibéré, comme si l'assassin avait voulu que la preuve existe, mais cachée, destinée à être retrouvée plus tard? Une provocation, peut-être un jeu cruel. Dans ce doute, le mystère s'épaississait, et au fond de la ville, parmi les lumières vacillantes et le bruit incessant des motos, on sentait que cette affaire n'était pas seulement un crime ancien. Elle était une plaie ouverte dans la mémoire de Saïgon, une cicatrice qui refusait de guérir. Dans l'obscurité des bureaux où s'empilaient les dossiers jaunis, la tension devint presque palpable. Les enquêteurs savaient qu'ils tenaient une preuve capitale, mais ils savaient aussi qu'à chaque pas de plus vers la vérité, l'étau se resserrait. Le visage de Duval, capté maladroitement sur cette bande nocturne, n'était pas seulement une image compromettante. Il était une menace à ciel ouvert, un rappel que ceux qui avaient survécu à 1998 n'avaient jamais cessé d'exister dans les marges du pouvoir. La décision fut prise de confronter discrètement certains anciens complices supposés. Un homme, ancien docker du port de Saïgon, accepté d'abord par curiosité, puis céda sous la peur.
Sa voix tremblait lorsqu'il confessa que dans les années 90, des cargaisons entières transitaient dans l'ombre. Caisses fermées à double cadenas, escortées par des hommes armés, chargés sur des camions sans plaques. On ne savait jamais ce qu'elles contenaient, mais on savait que poser des questions revenait à signer son arrêt de mort. Selon lui, Khan avait filmé l'une de ces opérations, croyant peut-être qu'il s'agissait d'un simple trafic de contrebande. Mais lorsqu'il comprit la nature réelle des cargaisons, armes importées illégalement, destinées à alimenter des conflits régionaux, il était déjà trop tard. Cette révélation glaça le sang des enquêteurs. Le meurtre de Khan n'était pas seulement un crime passionnel ou un différend professionnel. Il devenait une exécution politique, une sanction exemplaire contre celui qui avait osé braquer son objectif là où l'œil devait rester aveugle. Tout s'éclairait. La cassette cachée, les notes en français, la lettre envoyée à sa sœur. Khan avait voulu laisser une trace, conscient que son temps était compté. Mais ce qui dérangeait davantage, c'était la mise en scène elle-même. La caméra trouvée dans l'appartement posait bien en évidence, et cette cassette à moitié dissimulée, tout cela ressemblait à un théâtre cruel, une signature. Comme si l'assassin avait voulu imposer sa supériorité, prouver qu'il contrôlait non seulement la mort, mais aussi le récit de la mort. L'image devenait alors une arme à double tranchant. Preuve pour les uns, provocation pour les autres. La police actuelle tenta de convoquer Duval, mais son nom n'existait presque plus dans les registres. Officiellement, il avait quitté le Vietnam au début des années 2000 pour s'installer en Europe. Aucune adresse stable, aucun compte bancaire traçable. Un fantôme vivant. Pourtant, dans les cercles artistiques de Paris, son nom réapparaissait parfois, lié à des expositions obscures, à des financements occultes. L'homme avait simplement changé de décor, mais son ombre s'allongeait toujours. Un ancien ami de Khan, aujourd'hui réalisateur reconnu, accepta de livrer son témoignage. Sa voix était chargée de culpabilité. Il se souvenait d'une soirée, quelques semaines avant le meurtre. Khan lui avait confié qu'il travaillait sur un projet dangereux, qu'il filmait des vérités que personne ne voulait voir. L'ami, incrédule, l'avait mis en garde. « Tu ne joues pas avec une caméra, tu joues avec une arme. » Khan avait simplement répondu « L'image est plus forte que la balle. » Cette phrase résonna dans la salle d'interrogatoire comme un écho prophétique, une condamnation que Khan s'était lui-même prononcée. La cassette redécouverte fut alors montrée à cet ami. Son visage se crispa. Il reconnut immédiatement la voix. C'était bien celle de Duval, mais il ajouta un détail terrifiant. Il ne parlait pas seulement pour menacer Khan. Il parlait pour moi aussi, parce que moi aussi j'ai vu. L'ami expliqua qu'il avait assisté à une projection privée où Duval montrait des fragments de ses enregistrements clandestins, comme s'il se nourrissait de la peur qu'ils suscitaient. C'était une mise en scène de pouvoir, une manière de dire « je possède vos images, donc je possède vos vies ». Les enquêteurs comprirent qu'ils n'avaient pas seulement affaire à un producteur corrompu, mais à un homme qui maniait l'image comme une arme psychologique, une arme de contrôle. Les films n'étaient pas des souvenirs, mais des menottes invisibles. Chacun de ceux qui apparaissaient sur ces bandes était prisonnier, contraint au silence par la menace implicite que ces images puissent un jour sortir au grand jour. Le dossier, jusque-là enfoui, s'ouvrait comme une plaie. Mais plus la lumière pénétrait, plus l'obscurité se défendait. Un soir, un enquêteur retrouva une enveloppe glissée sous la porte de son domicile. À l'intérieur, une seule photo, un plan fixe de lui, sortant de son bureau, pris à distance. Message clair. L'œil qui avait observé Khan observait désormais ceux qui osaient remuer son fantôme. Cette spirale de menaces confirma ce que tous pressentaient. La vérité avait un prix, et ce prix n'était pas seulement celui du passé. Le meurtre de Khan n'était pas clos. Il s'étendait comme une ombre mouvante jusque dans le présent. Chaque nouvelle révélation rallumait une guerre souterraine où la caméra et l'arme à feu se confondaient, où la pellicule devenait un testament sanglant. Alors, une question obsédait les enquêteurs. Si une cassette avait survécu, combien d'autres dormaient encore, oubliés dans des armoires, dissimulés dans des caves, attendant que la lumière les arrache à l'oubli? Et si Khan n'était pas le seul à avoir filmé? Si derrière lui, d'autres mains invisibles avaient continué à enregistrer, constituant une archive clandestine de la noirceur d'une époque, chaque piste ouvrait un abîme. Et dans cet abîme, la figure de Duval s'agrandissait, monstrueuse, insaisissable. Plus qu'un suspect, il devenait un symbole, celui du pouvoir absolu de l'image quand elle est confisquée, détournée, transformée en instrument de terreur. Les jours qui suivirent furent marqués par une atmosphère de plus en plus oppressante.
Chaque pas dans cette enquête ressemblait à une descente dans un labyrinthe dont les murs se rapprochaient inexorablement. Les enquêteurs savaient qu'ils s'approchaient du cœur du mystère, mais ils savaient aussi qu'ils devenaient eux-mêmes des cibles. Dans les couloirs du commissariat, l'air semblait chargé de tensions électriques. Les visages se fermaient, les regards se faisaient méfiants. Il devenait difficile de distinguer qui cherchait la vérité et qui tentait encore de la retenir dans l'ombre. C'est à ce moment qu'apparut un témoin inattendu. Une femme, la cinquantaine, élégante malgré ses traits tirés, demanda à rencontrer les enquêteurs. Elle se présenta comme l'ancienne secrétaire de Duval à la fin des années 90. Elle avait quitté Saïgon peu après le meurtre de Khanh, par peur. Aujourd'hui, rattrapée par les années et par le remords, elle affirma vouloir se libérer. Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle posa un petit sac sur la table. À l'intérieur, un carnet de notes jauni, couvert de noms, de dates et de symboles énigmatiques. Elle expliqua que Duval tenait des registres secrets, non pas pour s'organiser, mais pour garder une emprise sur ceux qu'il contrôlait. Chaque rencontre, chaque deal, chaque silence acheté était noté. Et parmi ces pages, les enquêteurs découvrirent plusieurs mentions du nom de Khanh. Une date soulignée 3 fois. 12 mars 1998, livraison, image compromise. Une autre annotation, glaciale dans sa concision. Clore le chapitre. Cette phrase, plus que toutes les preuves accumulées, sonnait comme une condamnation écrite noir sur blanc. La secrétaire parla aussi de soirées privées, où Duval projetait des extraits de cassettes devant un cercle restreint d'hommes d'affaires et de politiciens. C'était une forme de spectacle morbide, une démonstration de puissance. Il montrait des fragments comme d'autres, exhibant des trophées, dit-elle. Khanh, selon elle, était devenu une obsession pour Duval. Pas seulement parce qu'il avait filmé ce qu'il ne devait pas filmer, mais parce qu'il incarnait la menace de l'image libérée, incontrôlable. Les enquêteurs, armés de ce carnet, se plongèrent dans un réseau de noms dont certains occupaient encore des postes d'influence. La peur se lisait désormais dans leurs propres yeux. Cette affaire n'était plus seulement le spectre d'un meurtre isolé, elle devenait une bombe politique. Car si l'on prouvait que des figures respectées avaient assisté, en silence, à la projection de ces cassettes, alors la responsabilité ne se limitait pas à Duval. Elle s'étendait à tout un système de complicité et de lâcheté. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard, les enquêteurs reçurent un colis anonyme. À l'intérieur, une cassette VHS sans étiquette. Le ruban, légèrement froissé, témoignait de multiples manipulations. Lorsqu'ils la visionnèrent, l'écran afficha une image tremblante. L'appartement de Khanh, encore une fois, mais sous un autre angle. Cette fois, la caméra semblait placée plus haut, comme si une deuxième machine avait filmé en parallèle. On y voyait Khanh entrer, poser sa veste, allumer une cigarette, puis la silhouette de l'invité, enfin visible. Grand, vêtu d'un costume clair, le visage à moitié dans l'ombre, mais au moment où il se penchait, son profil apparut distinctement. Il n'y avait plus de doute. C'était bien Philippe Duval. Ce plan, aussi clair qu'un coup de tonnerre, réduisait à néant toute tentative de nier. Pourtant, il soulevait une nouvelle énigme. Qui avait filmé cette seconde séquence? Pas Khanh, puisque lui-même apparaissait à l'image. Était-ce un dispositif secret installé par la victime? Ou bien quelqu'un d'autre, caché dans la pièce, avait-il enregistré la scène? Cette hypothèse ouvrait un gouffre vertigineux. Si une troisième personne était présente, alors elle était peut-être le témoin clé, voire l'exécuteur. La cassette s'interrompit brusquement au moment où les voix montaient, exactement comme la première. Mais ce détail changeait tout. L'assassinat n'avait pas eu lieu dans une pièce close avec 2 personnes seulement. Il y avait eu un spectateur, invisible, silencieux, mais bien réel. Cette révélation plongea les enquêteurs dans un dilemme. Fallait-il révéler au public que le meurtre de Khanh avait été filmé sous 2 angles différents? Ou fallait-il protéger cette preuve, la travailler dans l'ombre, au risque d'être accusés eux-mêmes de dissimulation? Chaque choix portait la promesse d'un danger. Mais une chose était sûre. Quelqu'un, quelque part, savait depuis 1998. Quelqu'un avait gardé cette cassette pendant 10 ans avant de l'envoyer. Pourquoi maintenant? Était-ce un geste de justice ou une manipulation supplémentaire? Dans le silence qui suivit la projection, un enquêteur murmura « Ce n'est plus seulement l'histoire de Khanh, c'est l'histoire de tous ceux qui filment et de tous ceux qu'on réduit au silence. » Et c'est maintenant dit.
Cette phrase résonna comme une prière funèbre et un avertissement. L'image ne meurt jamais vraiment. Elle attend, elle rôde, et tôt ou tard, elle revient. Et dans cette attente, le spectre de Duval, bien vivant quelque part, continuait de les observer à travers les ombres. Le choc de cette seconde cassette résonna comme une déflagration silencieuse. Dans la pièce, les enquêteurs demeuraient immobiles, hypnotisés par ce visage désormais indiscutable, celui de Duval, et par l'ombre d'un troisième protagoniste invisible, tapi quelque part derrière l'objectif. L'affaire se transformait brutalement. Kahn n'était plus simplement victime d'une confrontation fatale, il était l'acteur d'une scène à plusieurs voix, une tragédie filmée en direct dont le scénario restait encore dissimulé. La question obsédait désormais tous les esprits. Qui avait filmé cette deuxième bande? Était-ce un allié secret de Kahn, caché dans l'appartement ce soir-là? Ou bien un complice de Duval, chargé d'enregistrer la mort comme un avertissement? Dans les deux cas, cela signifiait qu'un témoin existait, peut-être toujours vivant, peut-être terré dans l'ombre depuis plus de 20 ans. La secrétaire de Duval, rappelée pour un nouvel interrogatoire, avoua un détail qui glaça le sang. Duval possédait une obsession morbide. Il exigeait que certains de ses règlements soient filmés. Pas seulement pour se protéger, mais pour nourrir son pouvoir. Il collectionnait ces fragments comme d'autres conservent des reliques. Il disait toujours que l'image est immortelle, que la mort filmée est plus forte que la mort elle-même, confia-t-elle, les yeux baissés. Les enquêteurs comprirent alors que la seconde cassette pouvait être l'œuvre d'un complice obéissant à cette logique monstrueuse. Mais alors, pourquoi l'envoyer après tant d'années? Était-ce un repentir ou une nouvelle manipulation destinée à égarer l'enquête? L'objet, fragile et usé, devenait une arme à double tranchant, preuve irréfutable d'une présence, mais aussi énigme redoutable qui ouvrait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Les enquêteurs reprirent minutieusement l'étude des images. Dans un coin de la pièce, on distingua un détail presque invisible, un reflet fugace dans un miroir accroché au mur. Ce reflet, figé quelques secondes avant que l'image ne se brouille, montrait une silhouette debout, tenant la caméra. Pas Duval, pas Kahn. Un tiers, un témoin fantôme. On ne distinguait ni trait, ni âge, mais la preuve matérielle était là. Quelqu'un filmait. Cette découverte donna un tournant vertigineux à l'affaire. Car si ce tiers existait, il avait survécu au massacre. Sinon, la cassette n'aurait jamais quitté l'appartement. Était-ce lui qui, des années plus tard, avait décidé de libérer cette preuve? Était-il encore vivant, tapi sous une autre identité? Ou bien avait-il été réduit au silence et quelqu'un avait retrouvé ses archives? Les enquêteurs décidèrent alors de se plonger dans les trajectoires périphériques de 1998. Ils recensèrent tous ceux qui gravitaient autour de Duval et de Kahn. Techniciens, assistants, voisins, clients. L'un d'eux attira l'attention. Un jeune caméraman qui avait travaillé sporadiquement pour Duval à l'époque, disparu officiellement en 1999, sans laisser de traces. Officiellement mort dans un accident de moto. Mais en revisitant les registres d'état civil, les enquêteurs découvrirent que son corps n'avait jamais été identifié formellement. Accident ou disparition orchestrée. Ce caméraman, appelé Nam, avait été décrit comme brillant, mais instable, fasciné par les images jusqu'à l'obsession. Certains disaient qu'il idolâtrait Kahn, d'autres qu'il craignait Duval autant qu'il l'admirait. Et si Nam avait été le troisième homme de l'appartement, l'œil invisible derrière la seconde caméra. Sa disparition prenait alors un sens tragique. Il avait peut-être payé de sa vie son rôle de témoin. Mais si tel était le cas, qui avait conservé la cassette jusqu'en 2008, puis décidé de l'envoyer? Chaque réponse engendrait de nouvelles énigmes. L'affaire, au lieu de se refermer, s'ouvrait comme un gouffre. Les enquêteurs se sentaient prisonniers d'un récit qui les dépassait, un film inachevé dont ils n'étaient plus seulement les spectateurs, mais les acteurs contraints. Et comme pour confirmer leur vertige, une nouvelle menace surgit. L'un des enquêteurs reçut un appel anonyme en pleine nuit. Une voix déformée par un filtre électronique lui lança seulement ces mots. « Vous ne comprenez pas. Ce que vous cherchez n'est pas une vérité, c'est une malédiction. » Puis le silence. Pas de traces, pas d'origine, mais l'avertissement sonnait comme une prophétie. Le lendemain, ils apprirent que la secrétaire de Duval, qui venait de collaborer, avait disparu de son hôtel. Sa chambre était vide, son passeport restait sur la table, comme si elle avait été effacée en pleine existence. Un parfum de terreur glaciale s'abattit sur l'équipe. Chaque avancée semblait se payer par une disparition, comme si la main de Duval, ou celle d'un réseau plus vaste, s'étendait encore pour protéger un secret que personne ne devait exhumer. Mais malgré la peur,
Malgré la sensation d'être surveillés, les enquêteurs continuèrent. Car désormais, ce n'était plus seulement le meurtre de Khan qu'ils traquaient. C'était la logique perverse d'un système qui avait fait de l'image un cercueil et de la mémoire une arme. Ils comprenaient que mettre à jour cette vérité signifiait non seulement rendre justice à un homme oublié, mais aussi dévoiler une machine invisible qui avait broyé bien plus que lui. Et dans les rues de Saïgon, illuminées par les néons tremblotants et le grondement incessant des motos, on avait l'impression que les murs eux-mêmes observaient, comme si la ville entière gardait en elle l'écho de cette nuit de 1998. La disparition soudaine de la secrétaire jeta un voile de peur sur l'enquête, comme si une main invisible effaçait méthodiquement toute trace de vérité. Les enquêteurs, déjà fragiles sous le poids des menaces, sentirent qu'ils marchaient désormais sur un fil au-dessus du vide. Mais au cœur de cette tension, une nouvelle piste surgit, aussi improbable que bouleversante. Un vieil archiviste, celui-là même qui avait retrouvé la première cassette dans l'armoire rouillée, demanda à revoir les enquêteurs. Dans son bureau saturé d'odeurs de papier moisi, il leur confia un détail qu'il avait longtemps gardé pour lui, par peur d'être tourné en ridicule. Lorsqu'il avait ouvert l'armoire, ce n'était pas une seule cassette qu'il avait découverte, mais deux. L'une avait été remise officiellement à la police. L'autre, il l'avait gardée par instinct. Je ne voulais pas qu'elle disparaisse encore, comme la première fois. Sous la lumière tremblante d'une lampe, il sortit de son sac un boîtier usé. À l'intérieur, une VHS portant une inscription à peine lisible. NAM 2-98. Les enquêteurs échangèrent un regard lourd. Le prénom, l'année, tout concordait avec l'hypothèse du caméraman disparu. Le cœur battant, ils insérèrent la cassette dans un vieux magnétoscope. L'image, brouillée au début, se stabilisa lentement. On y voyait des plans tremblés, filmés depuis une cachette. Un visage jeune apparut furtivement dans le reflet d'une vitre, celui de Nam, tenant une caméra contre sa poitrine, son regard nerveux braqué vers l'appartement de Khan. La bande révélait que Nam avait surveillé les allées et venues plusieurs jours avant le meurtre. Il notait les horaires, filmait les visiteurs, y compris Duval. Et plus glaçant encore, il chuchotait parfois face caméra comme un journal filmé. « Je ne sais pas si je dois continuer, mais si je m'arrête, Khan est seul. » Ces mots résonnaient comme le testament d'un témoin condamné. Les enquêteurs comprirent alors. Nam n'était pas seulement l'œil invisible, il était aussi la mémoire vivante de cette tragédie. Ces images confirmaient que Khan se savait menacé et que Duval rôdait autour de lui comme un fauve patient. Mais la bande contenait une autre révélation, plus terrible encore. Dans un plan nocturne, à travers la fente d'une porte entrebâillée, Nam filma la scène fatale sous un angle inédit. On voyait Khan et Duval se disputer violemment, les gestes saccadés, les voix brisées. Puis, un troisième homme entra dans le champ, surgissant de l'ombre, visage dissimulé par un chapeau. C'est lui qui arma l'arme, c'est lui qui frappa. Duval ne fit que parler, manipuler, ordonner. Mais le bras qui tua n'était pas le sien. Ce détail changeait tout. Duval n'était pas seulement un prédateur solitaire. Il était l'architecte, mais pas l'exécuteur. Le meurtre avait été orchestré comme une pièce de théâtre, avec des rôles distribués. Le troisième homme, silhouette spectrale, devenait désormais la clé du puzzle. Qui était-il? Un garde du corps? Un complice fidèle? Ou pire encore, un haut placé venu garantir que l'ordre serait exécuté? Les enquêteurs, fascinés et terrifiés, comprirent que la vérité était encore plus vaste. Duval n'était peut-être qu'un rouage, certes central, mais pas unique. Derrière lui, un réseau organisait les silences, contrôlait les preuves, éliminait les témoins. La disparition de la secrétaire n'était qu'un maillon de cette chaîne funeste. L'image, encore une fois, révélait ce que les mots taisaient. Mais cette découverte apportait aussi une lueur d'espoir. Car si Nam avait filmé, s'il avait osé capturer même le visage de l'assassin masqué, alors quelque part, il croyait que la vérité finirait par éclater. Sa voix, tremblante mais déterminée, revenait en boucle. Si ces images survivent, alors moi aussi. C'était comme si, à travers la pellicule, Nam parlait encore, protégeant Khan au-delà de la mort. Les enquêteurs décidèrent de sécuriser immédiatement la cassette. Mais le bruit de cette nouvelle fuite commença à courir. Le lendemain, les journaux indépendants publièrent un article anonyme.
Une nouvelle preuve réapparaît dans l'affaire Khan. Personne ne savait d'où venait la fuite, mais l'effet fut immédiat. Des regards curieux, des pressions, des appels anonymes. La vérité, une fois entr'ouverte, se mettait à circuler comme un poison impossible à contenir. Et dans ce tumulte, une certitude grandissait. L'ultime confrontation approchait. Le meurtre de Khan n'était plus seulement une histoire enterrée de 1998. Il devenait une plaie ouverte dans le présent, et le sang séché sur le carrelage semblait de nouveau couler, rappelant que justice n'avait jamais été rendue. La vérité, enfin mise à nu par les fragments filmés de Nam, avait le goût métallique du sang ancien, celui qui colle à la mémoire et refuse de disparaître. Les enquêteurs, le souffle court, savaient qu'ils tenaient entre leurs mains la clé d'un tombeau qu'on avait voulu sceller à jamais. Mais ils savaient aussi que briser ce sceau les exposait au même sort que Khan et Nam. Pourtant, il n'était plus possible de reculer. L'image parlait, l'image accusait, l'image exigeait justice. Ils décidèrent d'organiser une projection confidentielle dans une salle sécurisée. Quelques journalistes indépendants, un procureur et 2 anciens collègues de Khan furent conviés. Lorsque la bande Nam 298 défila, le silence fut total. Le visage crispé de Duval, ses gestes d'ombre, son autorité venimeuse, puis cette silhouette masquée s'avançant comme un bourreau. Le plan figé, tremblant, devint un miroir dans lequel chacun voyait non seulement un crime, mais la mécanique implacable d'un système entier. À la fin, personne ne parla immédiatement. Puis le procureur, d'une voix basse, lâcha « Ce n'est pas seulement un meurtre, c'est une archive de la peur. » Ces mots résonnèrent comme une condamnation et une prière. Car au fond, l'affaire dépassait de loin le cadre d'un procès. C'était la mémoire d'une ville, le fantôme d'une époque, le témoignage d'une génération qui avait survécu à l'oppression silencieuse. La presse, flairant la tempête, s'empara des rumeurs. Des articles circulèrent, décrivant Duval comme « l'homme aux cassettes », le collectionneur de morts. Des photos anciennes refirent surface, le montrant aux côtés d'hommes puissants. L'opinion publique, partagée entre fascination et horreur, exigeait des réponses. Mais Duval, insaisissable, restait invisible, comme s'il s'était fondu dans ses propres images. On racontait qu'il vivait en Europe, protégé par des réseaux obscurs. Certains affirmaient l'avoir vu à Berlin, d'autres à Marseille. Mais chaque piste s'évaporait, comme si l'homme n'était plus qu'un spectre errant. Et pourtant, une nuit, une nouvelle cassette arriva au commissariat. Pas de nom, pas d'adresse, seulement une bande marquée d'une croix rouge. À l'intérieur, un montage macabre, des extraits de toutes les séquences déjà connues, entrecoupés d'un message écrit en lettres blanches sur fond noir. Vous croyez chercher la vérité, mais la vérité vous appartient-elle? Cette provocation glaça l'équipe. Était-ce Duval lui-même qui envoyait ce message, se jouant d'eux depuis l'ombre? Était-ce une ultime manipulation, un signe qu'il contrôlait encore le récit, même en fuite? Face à cette ultime pièce, les enquêteurs comprirent qu'ils ne pourraient peut-être jamais juger Duval devant un tribunal. Mais ce qu'ils pouvaient faire, c'était livrer les images au monde, briser enfin le mur du silence. Ils décidèrent alors de rendre publiques les bandes, sans filtre, sans montage, comme un cri venu du passé. La projection fut organisée dans un centre culturel de Saïgon. La salle était comble. Des étudiants, des journalistes, des anonymes s'entassèrent, le souffle suspendu. Et quand l'écran s'illumina, le fantôme de Khan ressuscita. Sa voix tremblante, ses gestes captés par Nam, ses derniers instants face à Duval et au bourreau masqué. La salle retenait son souffle. Certains pleuraient, d'autres tremblaient. À cet instant, le crime cessait d'être une affaire classée. Il devenait une mémoire collective, gravée dans la chair de la ville. Au sortir de la projection, une rumeur se répandit dans la foule. « Nous avons vu, nous savons ». Et dans ce chuchotement, il y avait plus de force que dans n'importe quel verdict officiel. Car l'image avait enfin retrouvé son pouvoir premier. Celui de témoigner quand les mots manquent, celui de résister au temps et aux mensonges. Les enquêteurs, épuisés, comprirent que leur rôle s'arrêtait là. Ils n'avaient pas capturé Duval, ni démasqué son complice masqué. Mais ils avaient redonné une voix à Khan et à Nam. Ils avaient transformé des cassettes poussiéreuses en armes de vérité. Et cela, aucun réseau, aucune menace ne pouvait l'effacer désormais. Dans la moiteur nocturne de Saïgon, la ville semblait écouter. Les néons vibraient, les motos hurlaient, mais au fond de ce chaos urbain, un silence solennel s'imposait, comme si les murs eux-mêmes rendaient hommage à celui qui avait osé filmer, à celui qui avait osé témoigner.
Et c'est là que se logeait la conclusion la plus sombre et la plus lumineuse à la fois. Les assassins peuvent tuer les corps, ils peuvent enfermer les preuves, ils peuvent manipuler les récits, mais ils ne peuvent pas éteindre l'image, car l'image, une fois libérée, devient spectre, mémoire, justice. Elle hante, elle accuse, elle survit. Le meurtre de Cannes, ce soir de 1988, n'était plus seulement un crime oublié dans les archives. Il était devenu un symbole. Un rappel que chaque vérité, tôt ou tard, trouve son chemin hors des armoires verrouillées, hors des silences imposés, et qu'elle frappe avec la force de l'évidence, plus tranchante qu'un couteau, plus implacable qu'un verdict. Ainsi s'achevait cette enquête, non pas par l'arrestation d'un coupable, mais par la résurrection d'une mémoire. Une mémoire douloureuse, obsédante, mais nécessaire. Et dans l'ombre des images tremblantes, le regard fixe de Cannes semblait enfin trouver repos, comme si la caméra qu'il avait laissé tourner lui offrait, 20 ans plus tard, la seule justice possible, celle de ne plus être oublié.